toujours un peu bruyant. Là, on a un très bel endroit, calme, très bruyant. Et donc, le concept, c'est un peu le même que le café philo, à la différence près que là, on va privilégier l'approche multiculturelle Orient-Occident. Ça sera le cas aujourd'hui d'ailleurs. Lui, il sera beaucoup plus dans l'Orient et moi dans l'Occident. C'est vrai que le sujet, il a une consonance quand même très psychanalytique. Vous avez l'occasion d'en parler. Donc ce sont des sujets. Alors ce qui est différent aussi, c'est l'ambiance. C'est beaucoup plus zen qu'au café philo où parfois il y a des... On a droit à ne pas être d'accord, évidemment, parce qu'il ne faut pas être dans une sorte de consensus mou. Mais j'ai constaté que c'était plus zen en général. Par rapport au philo. Peut-être les mots ont une importance, donc le chaos amène effectivement un esprit, je dirais, d'apaisement. Voilà. Mais sans plus tarder, puisqu'on a pris un petit peu de retard, mais c'est pas grave, je vais donner la parole à Yves, qui va plus traiter le sujet sous l'angle, on va dire, oriental, chinois. Et moi, j'en parlerai plus sous l'angle psychanalytique jungien, notamment, et aussi un peu indien, avec la pensée indienne. Donc, il y aura trois pôles culturels, la Chine, l'Inde et l'Occident. D'accord. Eh bien, sans plus tarder, j'aurais une phrase pour commencer de Lewis Carroll dans le délicieux Alice au pays des merveilles qui lançait cette boutade. Ne sommes-nous donc qu'un paquet de neurones, pour lancer la discussion d'aujourd'hui. Ne sommes-nous donc qu'un paquet de neurones? Alors la philosophie occidentale a beaucoup réfléchi sur cette question-là. Moi, je vois trois grands axes. Il y a premièrement notre culture, la culture dominante judéo-chrétienne, avec cette vision ontologique, en quelque sorte, d'une nature originelle qui serait déviée, et l'être humain est toujours dans cette lutte entre les vices et les vertus. Et puis on n'en sort pas aujourd'hui d'ailleurs de ces vues-là, malgré tout, on a beau dire, on est toujours un petit peu dans cette dialectique difficile. Alors ça c'est une optique, la philosophie en fait n'a pas vraiment par elle-même, pas vraiment abordé cette question de la nature humaine originelle, si on peut dire. À ma connaissance, bon, je laisserai Jean-Luc la débattre de tout ça. Au XIXe siècle, on avait avec le scientisme, avec toute cette positivité de développement de la science, de la culture, de tout cela de cette époque, on a eu le développement de la psychanalyse, et puis finalement, justement, on en est revenu à cette idée d'un paquet de neurones. Donc là, en schématisant à l'extrême, au diable toutes ces superstitions, c'était le leitmotiv. Finalement, il n'y avait pas de raison tout était une question finalement d'éducation, de relations, de sentiments, bref, tout se résolvait dans la personne elle-même. Il y avait une sorte de mécanisme un petit peu dans cette vision-là. Jung, heureusement, a élargi le débat et a ramené quand même de l'inconscient et a permis une ouverture de la réflexion. Tant mieux. Mais là, je laisserai donc Jean-Luc débattre de tout ce volet-là. C'est juste pour définir un peu quelques grandes lignes. Au niveau de la pensée justement orientale, chinoise particulièrement, eh bien, c'était une des études premières, je pourrais dire. La question de la nature humaine a été le centre de la réflexion et de tous les débats de la pensée chinoise déjà très très tôt. Parce qu'en fait, pour eux, et c'est vrai, c'est logique, la question de tout ce qui est relatif à l'éducation, à la politique, à la moralité des actes, eh bien, tout repose finalement sur cette question de la nature humaine. L'importance du problème saute aux yeux. Est-ce que l'homme est bon? Est-ce qu'il y a une bonté dans la nature humaine? Ou est-ce que l'homme est finalement, définitivement, un être égoïste, mauvais et limité? C'est une question. Alors, dans la grande antiquité, dans la pensée chinoise, on le voit dans les grands ouvrages anciens
que sont par exemple le Yiqing, la Bible chinoise, si on peut dire un peu comme ça, ou le Shuqing, les annales, les anciennes annales royales chinoises. Alors ça date de 2300 avant Jésus-Christ, c'est très ancien. Bref, ces livres ne datent pas de ces dates-là, je pense, mais enfin, ils relatent des faits qui remontent au moins à cette antiquité. Et dans ces ouvrages, déjà, la pensée chinoise avait élaboré l'idée du double cœur. Il y avait l'idée donc du cœur de raison, qui est cette partie humaine qui pense, qui réfléchit, qui va vers la culture, vers l'amélioration de soi. Et puis il y avait le cœur qui est le cœur humain, en quelque sorte, qui lui est une partie de l'homme qui va vers tout ce qui est les passions, le débordement incontrôlable quelque part, et qui va même jusqu'à dépasser la partie humaine raisonnable. Ça a été le grand départ de la réflexion chinoise sur cette question-là. Confucius lui-même, il a toujours botté en touche. Je veux dire, c'est un grand penseur, un penseur capital, mais lui, sa pensée s'est appuyée sur principalement une chose, ce que l'on appelle le gène. Le gène, c'est un caractère chinois, il y a le signe de l'homme, comme ça, et puis un signe de deux à côté. Deux barres, qui veut dire deux hommes. Finalement, c'est très profond et très simple en même temps, mais toute sa pensée repose sur l'idée de l'humanité. L'humanité, c'est la relation entre deux personnes, entre deux êtres, et c'est la nécessité justement du bien vivre, du bien-être. Voilà. Et il a rajouté bien entendu la piété filiale, c'est-à-dire que cette relation-là est plus complexe, il y a une relation de sujet et d'objet. Et puis Confucius aussi est quand même très conscient de l'idée du ciel, le ciel comme un principe conscient. Mais quelque part, le ciel, c'est une destinée, c'est pas quelque chose dont on cherche à débattre en quelque sorte. Ce qui est important, c'est que l'homme trouve sa voie, qu'il vive justement cette harmonie dans la vie humaine, qu'il développe cette perfection humaine pour atteindre une sorte de sérénité spirituelle par l'accomplissement d'une vie humaine noble, bonne, voilà, par l'amour, par la compassion. Alors Confucius, bonjour. Non. Confucius, donc lui, il a eu, c'était un petit peu le Socrate de l'époque. On verra qu'il y a beaucoup de parallèles avec la pensée grecque finalement, c'est pas si éloigné que ça. Ce qui est très difficile dans la pensée chinoise, je pense, ce sont les traductions et ce sont les dénominations. Nous, on connaît très bien Confucius, par exemple, mais Kongzi, en chinois, ils ont plusieurs noms. Les prononciations sont différentes à la mode anglaise, à la mode française, donc ça ne facilite pas l'approche de cette pensée-là. Sinon, ce n'est pas si éloigné que cela de notre culture, finalement, de notre pensée à nous. Alors, Confucius lui-même, il a eu deux grands courants qui sont venus après lui. C'est un petit peu comme l'hégélianisme de gauche et de droite. Il y a eu le courant de droite, si je peux dire, avec le bien connu Mang-Tse. Mang-Tse ou Mencius, à la française. Le fameux Mencius, ça date de 100 ans après. Il était le petit-fils de Confucius, ce fameux Mang-Tse. Et lui, il a professé, alors que ce que je vous dis là, c'est que Confucius, lui, c'est pas trop avancé. Il est resté dans l'idée qu'il y avait une certaine bonté dans l'homme et qu'il y avait une nécessité de perfectionnement, mais il n'a pas trop développé. Et Mencius lui-même va partir sur l'idée que l'homme, fondamentalement, est bon. Lui, ça sera son leitmotiv. Et il va s'appuyer énormément là-dessus. Confucius avait dit quand même dans ses entretiens, voilà, qui sont l'ouvrage principal qui relate sa pensée. Dans ses entretiens, il dit
l'homme, dès sa naissance, est constitué dans la droiture. Voulant dire par là, donc, fondamentalement, les aspirations de l'homme vont vers le bien. Mais c'est vrai que l'homme est sujet aux passions, il peut dévier de cette droiture, et il préconisait la maîtrise de soi et d'aller vers cette perfection de soi. Alors là, on retrouvera Aristote, on retrouvera Thomas d'Aquin, on retrouvera aussi finalement Spinoza, etc., etc. Néanmoins, je pense que Confucius est plus un Socrate qu'un Aristote, hein, quand même, parce qu'il a ce même destin un peu tragique lui-même. Bref. Donc, Mengsé, lui, va reprendre cette idée-là de la droiture de l'homme et il va la développer au plus haut point. Donc, dans le Mengsé, le livre qui retrace sa pensée, un livre assez important d'ailleurs, il y a un fameux dialogue avec un de ses disciples où il explique les différentes philosophies qui existaient de son temps. Et il dit dans ce dialogue, je vous le fais bref un petit peu, le temps il manque, il explique qu'il y avait des penseurs qui disaient que l'homme peut être bon ou mauvais. Hein. Par exemple, il y avait des princes qui étaient bons et les sujets étaient généralement bons, mais on trouvait aussi des princes mauvais avec des principautés de gens plutôt mauvais. Et d'autre part encore, il disait, il y a à la fois des natures bonnes, on dit aussi qu'il y a des natures bonnes et des natures mauvaises. On trouve par exemple des princes qui étaient très bons, mais dont le fils était très mauvais, et vice-versa, des princes très mauvais dont le fils était très bon, etc., etc. Et dans ce dialogue, finalement, à la fin, le disciple lui dit, oui, mais dites donc, alors, face à toutes ces théories-là, vous-même, vous maintenez que l'homme est bon. Ben, très bien, mais qu'est-ce qui peut vous faire dire ça? Pourquoi maintenez-vous ça? C'est pourtant pas si simple, apparemment. Alors, Mengsé lui disait simplement, les tendances de notre nature peuvent toutes servir à faire le bien. Voilà pourquoi je dis que la nature est bonne. Si l'homme fait le mal, on ne doit pas en attribuer la faute à ses facultés naturelles. Bon, en disant ça, c'est vrai qu'on reste un petit peu sur notre faim. Il dit, bon, c'est pas la nature humaine elle-même, le mal dépasse un petit peu l'homme, en quelque sorte. Si on revient dans ces écrits très anciens, ces fameuses annales royales, le Shu King, par exemple, il est écrit une phrase très très belle qui explique mieux la pensée chinoise de l'époque. On dit dans ce Shu King, le ciel donne à tous les hommes, avec l'existence, les principes constitutifs de leur être et la loi morale. Les hommes, grâce à cette loi morale, aiment et cultivent la vertu. Alors Confucius avait mis en observation, l'auteur de cette loi ne connaissait-il pas la voie de la vertu? Voulant dire par là, c'est exactement le principe même de la nature humaine. Il y a à la fois une nature, un corps humain, une personne humaine, et il y a aussi une loi morale en l'homme. Il y a un aspect moral en l'homme. Et c'est ce que reprendra Mengsé, ni plus ni moins, texto, en fait, ça sera son leitmotiv. L'homme reçoit toujours avec les principes constitutifs de son être, la loi morale, et parce qu'il a cette loi, il aime et cultive la vertu. Alors cette loi morale, c'est une faculté naturelle qui porte l'homme vers le bien, bon, très bien. Au plus profond de cette loi morale, on voit l'intelligence, la conscience. L'intelligence, c'est comme la lumière de cette conscience qui amène l'homme à comprendre la vérité. Et puis, il y a un caractère obligatoire, les grandes vertus. Il voit 4 grandes vertus. Alors, caractère obligatoire, on en revient un petit peu à Kant avec un impératif catégorique. Hein. Il dit donc, il y a à la fois la conscience et 4 grandes vertus fondamentales qui sont la nature humaine, on va dire un peu originelle. Donc, Mengsé, il conclut à l'existence de la compassion chez l'homme et de 4 grandes vertus. Il y a la compassion qui est le principe d'humanité, la honte ou le rejet du mal, qui est le principe de justice. Il voit la volonté de refuser pour soi
c'est-à-dire de mettre l'autre en avant, de se mettre un peu en retrait, de permettre d'aider l'autre, etc. Ça, c'est le principe d'urbanité, de civilité, plus que la politesse, hein, c'est plus large que ça. Mais ça va dans ce sens-là, du vivre ensemble. Et puis enfin, finalement, la quatrième grande force qu'il voit dans l'être humain, c'est l'inclination à approuver le bien et à réprouver le mal. C'est ce qu'il appelle le principe de prudence, de sagesse. Voilà. Et il dit que tout homme, il a naturellement ces quatre grands principes. C'est très bien, hein, il voit cette loi morale intérieure et il se dit que ces vertus, elles sont innées dans l'homme, elles lui appartiennent, elles le poussent vers le bien. Seulement, il y a quand même un bémol, quand même, il se rend bien compte que, et c'est assez, comment je veux dire, ça peut être un petit peu, c'est un petit peu, comment on peut dire, ça fait douter un petit peu de l'être humain, parce que bon, quand on part sur cette envolée-là, on peut se dire, ben, ma foi, il y a de l'espoir, toutes les choses sont bien, mais il se rend compte lui-même que il faut, pour avoir une certaine perfection de cette nature humaine, il ne suffit pas d'avoir reçu cette bonté naturelle. Hein. Il faut faire des efforts sérieux. Ça doit se cultiver, ça doit se développer. Sinon, cette nature humaine, cette bonté innée, elle peut même disparaître. Elle aurait tendance si on ne la cultive pas, eh bien finalement, elle peut disparaître complètement, elle peut être annihilée complètement. Et il faut la développer jusqu'au plus haut degré. Et pour cela, bien entendu, l'éducation, les efforts sont nécessaires. Alors ça, c'est la preuve positive de la bonté humaine, on peut dire. Ça serait, il faut mettre au conditionnel, ça serait une preuve positive. Mais on n'a pas manqué de lui dire, oui, mais dites donc, c'est bien joli votre histoire, mais il n'y a pas que de la vertu dans ce bas monde, il y a beaucoup de trahison, de manquement, de cruauté, etc., etc. Alors lui, c'est quand même pas, c'est un idéaliste, mais il est quand même conscient, et bien entendu des choses, mais il n'a pas de réponse, on peut dire, vraiment satisfaisante quand même. Il dit que cette faculté rationnelle, cet appétit rationnel que l'on a, d'une façon innée, ben, malgré tout, s'il n'est pas développé pleinement, eh bien, il a tendance à disparaître, il peut être annihilé. Le mal, c'est en quelque sorte, c'est tout ce qui va un peu contre cette nature, qui va étouffer cette nature. Alors, il voit quatre grands principes qui pourraient expliquer le mal par rapport à l'encontre de cette nature humaine bonne, entre guillemets. Il y en a un, c'est la négligence. Il dit que la première cause, c'est que les gens sont insouciants finalement, qui vivent au jour le jour, ils vivent selon la nécessité des choses, etc., selon leurs pulsions et leurs instincts, et ils sont négligents, ils sont insouciants, et finalement, bien, ils finissent par étouffer cette conscience, et ils se rabaissent finalement au niveau animal. De l'autre côté, ils voient un deuxième problème à cela, c'est que, et alors là, c'est un petit peu ennuyeux, je dirais, quelque part, il voit il définit une nature inférieure et supérieure. Alors là, je trouve que le bas blesse un petit peu, parce que dès qu'on commence à définir une nature inférieure, c'est la nature humaine a des côtés inférieurs, d'où viennent-ils, pourquoi y a-t-il des côtés inférieurs, on ne sait pas très bien. Mais enfin, il dit on a